Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! J'en viendrai pour toi, Bennett. T'as sonné, toi? Pour moi, il y a déclaration de guerre. Mais c'est pas vrai de voir des machos pareils. On a frôlé la catastrophe, hein? Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Bien joué, trou de balle. Merci, sœur. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e numéro de Retour à l'écran en mode What the fuck. Le format qui nous permet de remettre en lumière des films pas toujours très bons, mais qui restent encore aujourd'hui pour nous de véritables plaisirs coupables. Je me dégoûte des fois, tu sais. Moi c'est Max et je vais donc revenir sur un film que beaucoup qualifient aujourd'hui de nanar, mais que tous les fans de série B musclés s'arrachaient dans les vidéoclubs à la fin des années 80. Un long métrage produit par le mythique studio de la Cannon, studio dont je vous ai longuement raconté l'histoire mouvementée dans 3 précédents épisodes. Ce film sorti dans les salles françaises en plein cœur de l'été 1987, c'est le Ninja Blanc de Sam Furstenberg avec Michael Dudikoff. Michael Dudikoff, c'est le ninja blanc. L'ultime machine de combat. Comme un tigre qui ne connaît pas la douleur. Seule la haine l'inspire. Il devra détruire l'empire criminel le plus puissant qui ait jamais existé. Qui m'a piégé? Le lion! C'est qui le lion? C'est un milliardaire. Il a gagné son fric avec la drogue. Il fait des recherches. Il devra vaincre le plus féroce assassin. Il n'a pas le droit d'échouer. Michael Dudikoff, le ninja blanc. Ça s'annonce bien, hein? Alors le Ninja Blanc, c'est donc une série B appartenant sans surprise au sous-genre de film de ninja, très populaire tout au long des années 80. On ne compte plus en effet à l'époque les productions mettant en scène des hordes de shinobi virevoltant dans les airs et maniant avec dextérité des armes plus insolites et fascinantes les unes que les autres. Comme son titre français ne l'indique pas, le Ninja Blanc est une suite, celle de American Warrior, également réalisée par Furstenberg, déjà avec Michael Dudikoff et sortie 2 ans plus tôt. Mais alors pourquoi ne pas avoir tout simplement titré cette suite American Warrior 2 ? Bon, c'est un peu compliqué, alors on va faire les choses dans l'ordre chronologique. En 1985, la Cannon, dirigée par la paire Menahem Golan et Yoram Globus, enchaîne les succès en produisant des films d'action à petit budget. Chuck Norris, l'homme qui pousse la terre vers le bas quand il fait ses pompes, et qui est en contrat avec le studio, se voit alors proposer le scénario de American Warrior, l'histoire d'un soldat américain devenu ninja et devant affronter une organisation qui trafique les armes de l'armée américaine. Un script simple qui laisse une large place à l'action. Mais on ne la fait pas au célèbre moustachu qui rejette le projet, refusant de devoir endosser un costume de ninja qui lui cache le visage. La Cannon engage alors un jeune inconnu au physique athlétique du nom de Michael Dudikoff. Ouais, c'est moi. Cantonné jusqu'alors à des rôles proches de la figuration, le jeune acteur saute sur l'occasion de grimper enfin en haut de l'affiche. Michael Dudikoff, dans American Warrior. Résultat, un carton dans les salles américaines avec plus de 10 millions de dollars de recettes pour un budget de production dépassant à peine le million. La Cannon ne perd pas de temps et reforme immédiatement la paire Furstenberg-Dudikoff pour tourner Avenging Force, un autre scénario refusé par Chuck Norris. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Pas de ninja cette fois, mais une histoire de chasse à l'homme dans les bayous qui n'a donc rien à voir avec le précédent film. UGC, qui distribue en France les films de la Cannon, décide pourtant de changer le titre en American Warrior 2, histoire de surfer sur le succès énorme du premier film dans les vidéoclubs de l'Hexagone. Il y a donc tromperie sur la marchandise pour le public français. Alors quand la Cannon décide de produire la véritable suite de American Warrior, le distributeur français n'a alors d'autre choix que de prendre un titre différent. D'où le Ninja Blanc. Ça y est, c'est pigé? Voilà, j'espère avoir été clair sur l'origine du titre du film qui nous concerne aujourd'hui. Bon, revenons donc à ce Ninja Blanc avec encore et toujours Michael Dudikoff en tête d'affiche et Sam Furstenberg à la réalisation. Après le succès de American Warrior, la Cannon n'allait donc pas perdre de temps pour lancer la production de la suite, comme l'explique le réalisateur. Pendant que nous tournions Avenging Force, le premier American Warrior sort dans les salles, et c'est rapidement devenu un phénomène. Donc le studio a tout de suite voulu tourner la suite. Le jour où nous avons fini le montage de Avenging Force, c'était un week-end. Le lundi, j'étais déjà dans l'avion vers l'Afrique du Sud. Après les Philippines, c'est en effet en Afrique du Sud que la Cannon a décidé d'envoyer toute l'équipe. Essentiellement pour une question de budget, mais également pour la ressemblance de ses côtes avec celles des Caraïbes, histoire de baigner le film dans une ambiance toujours plus exotique.
Un choix qu'accepte un peu à contre-cœur le réalisateur Sam Firstenberg qui imaginait un autre cadre pour cette suite. On a eu un débat quand on a commencé à travailler sur le Ninja Blanc. Mon idée était que les personnages de Michael Dudikoff et son acolyte, interprétés par Steve James, aient quitté l'armée. Je voulais faire un film urbain, mais comme il était déjà prévu que l'on tourne en Afrique du Sud, cela aurait été trop compliqué d'y reproduire les rues de New York. Un renoncement provoqué surtout à cause de la politique du studio. Habituellement, quand on produit la suite d'un film qui a eu du succès, on lui octroie logiquement un budget supérieur. Mais ce n'était pas le cas chez Cannon. Le duo à la tête du studio avait comme principe de lâcher un budget inférieur, ce qui permettait à leurs yeux de faire encore plus de bénéfices. Pas un centime de plus, on reste dans le budget. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, c'est quoi l'histoire du Ninja Blanc ? Joe Armstrong, incarné par Michael Dudikoff, et son pote Curtis Jackson. Putain, je me rends compte que le personnage interprété par Steve James, il a le même nom que 50 Cent. Bref. Les deux gars débarquent aux Caraïbes pour enquêter sur la disparition de Marines. Et ils vont vite s'apercevoir que derrière cette disparition se cache l'ombre du lion. Un puissant trafiquant de drogue protégé par une armée de ninjas, fruit de manipulation génétique. Que le combat commence. Le Ninja Blanc, n'est-ce pas? Enchanté de faire votre connaissance. Vous êtes fini, Berg. Au contraire, je prépare un avenir plus prospère que jamais. Et des morceaux de votre corps vont avoir un rôle dans cet avenir. L'histoire du Ninja Blanc est signée Gary Conway, un acteur plutôt habitué à la petite lucarne durant les années 60 et 70 et qui s'est réservé ici le rôle du méchant de service. J'ai toujours aimé écrire et pratique depuis longtemps les arts martiaux. J'ai donc rapidement été fasciné par la légende des ninjas. Dans le premier jet du scénario que j'avais écrit très longtemps auparavant, je les dépeignais plutôt usant de pouvoirs surnaturels comme le contrôle de l'esprit. Mais le studio préférait les voir se battre. La Cannon va alors faire appel à James Booth, un autre acteur qui joue justement le vilain dans Avenging Force pour réécrire le script à sa convenance. Booth étant lui-même scénariste à ses heures perdues. Mais le réalisateur Sam Firstenberg n'est tout de même pas dupe parce que cette nouvelle histoire de ninja, c'est pratiquement la même que celle du premier film. Cannon Film était un studio motivé uniquement par les recettes au box-office. Et quand ça marchait, ils ne voulaient rien changer. Ils ont donc simplement repris la formule du premier American Warrior, un complot dans une base militaire. On a donc reproduit ici la même formule en espérant que cette suite allait connaître un autre succès commercial. Le tournage débute le 27 octobre 1986 en Afrique du Sud, en plein apartheid. Alors que le pays est sous boycott international, les patrons de la Cannon qui n'avaient, on peut le dire, aucune morale, étaient en effet parvenus à négocier des réductions fiscales sur place, leur permettant de tourner le film pour une somme dérisoire. La production avait également le loisir de tourner où elle le souhaitait pour les besoins du film, notamment dans un endroit transformé en bar, qui leur a permis d'improviser une grosse scène de baston. J'avais envie de recréer une baston de saloon comme dans un western, raconte le réalisateur. Dans mon esprit, ce n'est pas un film sérieux, cela reste léger. C'est pour cela que j'ai tourné cette scène en disant à l'équipe « Amusons-nous ». Le réalisateur Sam Firstenberg a essentiellement fait sa carrière au sein de la Cannon. Il a donc appris très vite à tourner des séries B à petit budget presque à la chaîne, et sans autre ambition que de livrer des films qui pourront plaire aux amateurs de cinéma d'action. Outre les films déjà cités, on lui doit entre autres le troisième opus de la saga Delta Force, le diptyque Cyber Cop ou Electric Boogaloo, un film totalement what the fuck sur le breakdance. Alors oui, les films sont plus proches du nanar que du grand cinéma, mais ils s'arrachaient comme des petits pains au temps béni de la VHS. Le tournage s'achève à la fin de l'année 1986. Pas d'accroc à signaler, l'équipe se connaît bien puisque c'est le troisième film qu'elle vient d'enchaîner. Michael Dudikoff s'en souvient encore avec une certaine nostalgie. Quand tu joues dans ce genre de film, tu fais de ton mieux pour sortir le meilleur film qui soit. Pour cela, tu dois aussi créer des liens très forts avec les autres, et nous, on est presque devenus une famille. Dudikoff avait surtout noué une très forte amitié avec son acolyte Steve James, un cascadeur devenu acteur dans de nombreuses séries B d'action. On peut notamment le voir dans Le droit de tuer de James Glickenhaus, Vigilante de William Lustig
ou Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Il nous quitte malheureusement en 1993 à l'âge de 41 ans, atteint d'un cancer du pancréas. Le Ninja Blanc sort dans les salles américaines le 1er mai 1987 et obtient un succès modeste avec 4 millions de dollars de recettes. Mais cette fois encore, c'est sur support VHS que le film va faire un véritable carton. En France, le Ninja Blanc cumulera tout de même plus de 823 000 entrées, avant de connaître ici aussi une carrière fulgurante dans les vidéoclubs. La saga American Warrior ne s'arrête naturellement pas là. 3 autres épisodes vont suivre, mais sans Sam Firstenberg à la réalisation cette fois. Michael Dudikoff passe également le flambeau à David Bradley pour ses 3 suites de qualité plus que médiocre. Dudikoff reviendra tout de même prêter main forte à son remplaçant dans le 4e épisode intitulé Force de frappe dans nos contrées. Michael Dudikoff, David Bradley, réunis pour la première fois. Force de frappe. 2 fois plus de rapidité. 2 fois plus d'adresse. Michael Dudikoff, David Bradley. Force de frappe. Longtemps introuvable sur support physique en France, le Ninja Blanc a enfin les honneurs d'une sortie Blu-ray à la fin de l'été 2024. Pas de trace par contre du Ninja Blanc en VOD et SVOD. Bon, alors pourquoi vous avoir parlé du Ninja Blanc ? Bon, on va pas se le cacher, sa réputation de nana n'est pas vraiment usurpée. Ça vole pas bien haut, les dialogues sont à mourir de rire. Merci la VF, parce qu'elle est vraiment top la VF, comme souvent à l'époque d'ailleurs. Mais il garde le charme encore aujourd'hui de ces petites séries B qu'on aimait louer dans les années 80. Là je parle pour ma génération en fait, qui traînait dans les vidéoclubs et qui a grandi donc dans les années 80-90. Pour passer un moment sympa, seul ou entre potes. Fasciné aussi par les jaquettes des VHS qui nous promettaient monts et merveilles. Bref, si la qualité n'était pas forcément toujours au rendez-vous, ces films avaient tout de même un charme qu'on ne retrouve plus dans les productions d'aujourd'hui. C'est donc pour rendre hommage à tout un pan du cinéma qu'on aime moquer aujourd'hui mais avec bienveillance, que j'ai choisi de vous parler de ce Ninja Blanc. Voilà, c'était Max pour ce nouvel épisode en mode What the fuck. Tous nos autres épisodes sont toujours disponibles sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back in full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.